Bienvenue sur la chaîne du Comité national olympique marocain, l'émission Parole de champion. Cette émission veut un espace d'expression pour nos champions qui sont qualifiés pour les Jeux olympiques de Tokyo ou en cours de qualification, pour savoir, pour les découvrir, quels sont leurs parcours, qu'est-ce qui les a emmenés au sport de haut niveau, comment ils se préparent, comment ils se motivent, comment ils surmontent aussi les difficultés. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons recevoir une grande championne de judo, Asma Niang. Asma Niang, marhaba bik. Bonjour Asma Niang. Bonjour. C'est un plaisir de te recevoir sur la chaîne du Comité national olympique. Merci pour l'invitation, un vrai partage, je suis contente. C'est à nous de te dire merci d'avoir accepté de partager ton parcours sportif avec le public de la chaîne du Comité national olympique et c'est un réel plaisir de te recevoir. Merci Hassan. Alors, je rappelle que tu es né au Maroc d'un papa sénégalais et d'une maman marocaine. Voilà, exact. Est-ce que tu gardes des souvenirs du Maroc ou de cette première période de ton enfance? Oui, bien sûr. Donc, moi, je suis née à Mohammedia. Donc, je salue les gens de Mohammedia. Donc, voilà, je suis née à Mohammedia. Donc, j'ai grandi un peu partout au Maroc parce que je suivais un peu avec le travail de mon père. Donc, Rabat, j'ai vécu un peu aussi à Casa, voilà. Et puis bon, à l'âge de 12 ans, bon, dû à un divorce, donc je suis partie vivre avec ma mère en France à l'âge de 12 ans. Et il me semble, avant d'aller en France, Asma, que tu as vécu un peu à Dubaï, un peu au Koweït, un peu au... Mon père, il était un peu, il travaillait beaucoup. Ouais, au gré des affectations de ton papa. Voilà, et donc du coup, je voyageais un petit peu avec lui à beaucoup de périodes. Donc voilà, ce qu'il fait un peu au Moyen-Orient, tout ça. Donc j'ai un petit peu vadrouillé avec lui. Puis j'ai connu ma mère en fait parce qu'elle m'a laissé un an. Elle est repartie en France pour construire et du coup, je suis repartie en France quand j'avais 12 ans. À 12 ans, tu arrives à Noisy-le-Grand en France. Voilà, j'y suis encore. Et tu es encore à Noisy-le-Grand. D'accord. C'est un attachement j'affectionne cette ville parce que je suis arrivée ici, j'ai toutes mes copines un peu et voilà, je suis restée ici. Tu as construit en quelque sorte une deuxième partie de ta vie à Noisy-le-Grand. Mais quand tu es arrivé à Noisy-le-Grand à l'âge de 12 ans, tu n'as pas fait de judo, tu as commencé par l'athlétisme. Oui, voilà. Et puis je parlais pas du tout français, donc je parlais pas du tout français. D'accord. Tu parlais quoi? Marocain et anglais peut-être? Oui, parce que voilà, on a fait un peu une école un peu anglophone, donc voilà, c'était plus ça. Et puis l'arabe, forcément. Avec mon père, nous a mis dans un circuit, voilà. C'est pas difficile d'arriver dans un pays où tu ne parlais pas du tout, du tout, du tout. Alors comment tu as fait ça? C'est un premier challenge, ça. Voilà, donc je pense que voilà, pour moi, le sport, c'est quelque chose au-delà du haut niveau. Le sport en général, c'est quelque chose qui m'a permis, en fait, tout simplement de me construire, puisque en fait, quand je suis arrivée, quand on est petit, on joue et il y a un univers de sport, donc on n'a pas besoin de parler. Donc du coup, comme j'étais déjà douée pour ça, donc forcément j'ai eu toujours des amis parce que j'étais douée dans quelque chose où on n'avait pas besoin forcément de communiquer quand on est enfant. Donc, le langage du corps. Voilà, le langage du corps. Et forcément, on a confiance parce qu'on voit on fait quelque chose de bien. Donc les gens, il y a une certaine donc ça fait en fait envie les gens qui viennent parce que forcément on fait quelques petites performances quand on est petit. Donc même quand enfin je veux dire en cours de récréation. Voilà, les cours de récréation. Tout simplement, comme je suis toujours choisie la première, je suis pas la dernière là qu'on choisit parce qu'on n'a pas. Donc j'étais toujours choisie en premier parce que voilà, j'étais sportive. J'étais dans une école francophone et puis après je suis partie dans un circuit normal en fait. Normal. Et tu as commencé par l'athlétisme. Tu as été 5 fois championne je dirais, scolaire. Union. Ce qui est bien en France, c'est qu'il y a beaucoup de sports scolaires, donc l'UNSS qui prend une importance. Donc du coup, j'ai pu intégrer l'UNSS. Donc je faisais beaucoup de compétitions. Et moi, en fait, aussi, il faut pas oublier, c'est que mon rêve, ça a toujours été les Jeux Olympiques. Je ne sais pas, pour moi, les Jeux m'ont fait voyager beaucoup. J'ai regardé, je me rappelle des Jeux quand j'étais vraiment très petite. En athlétisme surtout, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, l'athlétisme. Et pour moi, c'était un peu des super-héros en fait. Et parce que moi, en fait, quand j'étais petite, il y avait dans ma tête le rêve d'une petite fille. C'était pas devenir une princesse du tout. C'était devenir une championne olympique.
ou une super-héros. Donc moi, en fait, les athlètes, je les voyais en super-héros, tout simplement. Donc voilà, c'était quelque chose, voilà, c'était des super-héros. Et pourtant, tu abandonnes l'athlétisme pour pratiquer le handball. Bah, je faisais en parallèle, en fait, parce Ah, que bon, d'accord. je faisais aussi en parallèle, je faisais un peu les deux. Voilà. Sauf que bon, bah voilà, là, on est championne de France. Voilà, donc là, on voit Nina Conto qui fait 2 fois les Jeux. Hein. Il y a Ouais. quelques filles aujourd'hui, bon, elles sont en fait en fin de carrière. À chaque fois, elles me disent, mais en fait, mon parcours les étonne parce que je suis encore athlète, hein, en sachant que j'ai 37 ans. Et donc là, elles ont déjà décroché depuis un certain moment, quoi. Et là, cette photo, elle est magique, quoi. Elle est Ouais. vraiment très Alors belle. là, on te voit, tu étais dans l'équipe, tu étais gardienne de but Oui, 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 et oui. tu avais quel âge? 16 ans? Ouais, là, je dois avoir, oui, voilà, 16 ans. 16 Et ans. vous étiez, je pense, championne de France Oui, de la championne de France. catégorie. Voilà, championne de France. Et à 20 ans, tu découvres le judo. Oui, par un hasard. En fait, moi, je vous dis, le judo, c'est un sport que je n'aimais pas. C'est pas que je n'aimais pas, c'est dans Enfin, un tu avais un a dojo. priori sur le judo. Oui, parce que là déjà, c'était un sport d'équipe. Le hand, il y avait un échange. L'athlétisme, c'est à l'extérieur. Là, je voyais dans une salle à l'intérieur avec, j'ai appelé ça le pyjama, d'ailleurs, parce que j'avais une copine qui en faisait. Je disais, ah, tu vas le faire avec ton pyjama. Et vraiment, puis je rentrais dans la salle, voilà, c'était pas du tout ma tasse de thé. Sauf que le destin a fait que, bah, je suis rentrée dans un dojo un jour en accompagnant des amis. Et puis bon, bah voilà, il y a un entraîneur, il m'a dit, tu veux pas venir essayer et tout. Bon, je suis ok, je mets le kimono. Et puis il m'avait dit une phrase en fait. C'était pas vraiment le sport. Je suis tombée amoureuse du judo très très tard. J'ai aimé le judo très tard. Il m'a dit, si tu continues ce sport, tu seras une grande championne. Et là, Là, le rêve olympique, il se réveille. eh ben, en fait, lui, je l'ai vu en anneau. Lui, géant. D'accord. Dans mes yeux, il y avait j'ai vu, j'ai visualisé quelque chose de très fort. Et à Uh-huh. partir de ce jour, j'ai pas laissé cette visualisation. Donc, pour ça, c'est très important d'avoir un rêve et de le garder, en fait. Et donc, j'y ai cru, en fait, parce que personne n'a cru en mon rêve. Tout le monde m'a dit, bah, attends, t'as 20 ans, tu crois que tu vas aller au jeu, mais c'est impossible. Tu sais, tu peux pas, il faut commencer dans une structure, tout ça. Toi, tu vas Ah, commencer. Donc, tout le monde était sceptique, quoi. Il me laissait faire, mais bon, personne et, et n'y croyait. pourtant, je rappelle quand même ton palmarès en judo. Tu fais champion d'Afrique en 2016, 2017 et 2018. Donc, tu t'imposes comme numéro un au niveau africain. 8 fois médaillé dans des grands prix, dont 2 victoires. Troisième au Grand Slam. Vainqueur des Jeux Pan-Arabes en 2011. Troisième aux Jeux Méditerranéens en 2013. Et bien sûr, la consécration, participation aux Jeux Olympiques en 2016 à Rio. Est-ce une réalisation de ce rêve ou c'est une partie de ce rêve qui se réalise? Bah, à vrai dire, en fait, et c'est ça qui est incroyable parce que, on va dire, j'avais un rêve d'enfant, c'était d'aller au jeu. Bon, moi, en fait, après, il n'y avait pas de médaille ou pas, puisque moi, c'était d'aller au jeu. C'était, je voyais les jeux, je voulais y être. Aujourd'hui, on va dire que avant Rio, c'est un rêve d'enfant. Aujourd'hui, c'est un rêve de grand. Donc là, c'est bon. J'ai vu ce que c'était. Le rêve, il est réalisé. C'est bon. Par contre, maintenant, j'ai vu mon niveau. Je me suis dit, bon, là, c'est plus le rêve. Là, ça devient un objectif. Là, je pars vraiment pour. C'est complètement différent, en fait. Et c'est ça qui est incroyable, en fait. Moi, c'était. Je sais pas que je me suis limitée, mais depuis petite, c'était un rêve, Rio. Donc, forcément, quand je l'ai réalisé, c'était. Et bon, bah là, c'est différent. Là, je pars avec de la maturité. C'est pour ça que je repars sur Tokyo. Alors, Asma, à t'entendre, est-ce qu'on peut dire que quand tu es animé par un rêve, parce qu'à l'âge de 13 ans, tu as ce rêve de participer aux Jeux Olympiques, dans quelle discipline sportive, tu ne savais pas, mais en tout cas, il y avait ce rêve. Et un jour, à 20 ans, il y a le déclic, et tu t'entraînes, et tu t'entraînes, et tu travailles, et quelques années plus tard, tu participes aux Jeux Olympiques. Est-ce que le fait d'être animé par un rêve fait que les forces de la nature, les énergies de la nature se combinent pour que tu puisses le réaliser, avec du travail, bien sûr? Voilà, exactement. C'est exactement ça. En fait, je pense qu'à ce moment-là, avec du recul, beaucoup de maturité, je pense que on croit, en fait, on est ce qu'on croit être. Et moi, en fait, des fois, peut-être les gens ils se disent mais non, mais tu étais sur une comète. Moi, j'étais tellement persuadée à 200%, même pas 100%, que je me suis vue plusieurs fois être là-bas. Donc en fait, forcément, tous nos choix de vie
notre hygiène de vie, tout ce qui va avec, veut aller vers cette direction-là. Donc forcément, il y aura que ce. Par contre, le seul truc, enfin le conseil aussi que je peux donner, c'est que à un moment donné, on est obligé et d'accepter de faire des choses qui sont improbables par rapport à notre parcours. Par exemple, à un moment donné, j'ai fait le circuit français, c'était difficile, donc j'ai changé de voie, je suis rentrée chez les sapeurs-pompiers de Paris. Donc c'était pas vraiment une voie pour atteindre les Jeux. Mais je me suis dit, peut-être, bon, ce métier, déjà, il me plaît parce que je vois faire du sport et être une super-héros. Donc, c'était quelque chose d'exceptionnel, déjà, en soi. Vraiment une réalisation. Et le métier, c'est pareil. Je dis à chaque fois, je suis rentrée en jeune fille, j'en suis ressortie en femme. Mais c'est ce qui m'a permis, avec patience, de me dire, mais je m'inquiète pas, ça va venir de l'autre côté. Donc, j'ai accepté de faire, des fois, quand on est athlète de haut niveau, il faut passer des fois dans des projets et que c'est même pas, que ça soit dans le haut niveau, c'est être capable de faire une tâche qui n'est pas forcément agréable pour nous, pour notre objectif, mais de patienter, de la faire avec conviction et de trouver des petites choses qui disent ouais mais c'est pour après. Et donc j'étais capable en fait d'être patient pendant 10 années de carrière de pompier de Paris pour pouvoir vivre mon rêve. Et puis un jour la porte s'est ouverte et je suis partie au Maroc pour réaliser vraiment mon rêve. Alors, on va revenir à je dirais, à tes fonctions en parallèle du sport de haut niveau, mais pour rester sur les compétitions, sur les titres que tu avais gagnés, quels sont les titres, quelles sont les compétitions, les tournois qui t'ont le plus marqué? Ah, alors il y en a quelques-uns qui me tiennent à cœur. Alors moi, je dirais quand même Düsseldorf. Oui. Pas Düsseldorf parce que c'est la première fois que le drapeau monte au plus haut de toute l'histoire du judo dans un Grand Prix. Et ils n'avaient pas notre drapeau d'ailleurs ce jour-là. Ils n'étaient pas habitués à une victoire. Et moi, je suis arrivée en outsider et puis je bats les meilleurs et je gagne le plus prestigieux. C'est un des plus prestigieux. À l'époque, il y avait le tournoi à Paris et puis Düsseldorf. D'ailleurs, maintenant, il est devenu un grand chelem. Et je le gagne en fait. Enfin, et je pense que ce jour-là, en fait, pas forcément que j'ai pensé à la médaille, c'est que j'étais match par match. Et en fait, d'ailleurs, là, on voit la championne olympique. Hein. Enfin voilà, il y a la championne du monde, il y a Conway qui fait 3 au jeu. Enfin, le podium, il est juste très C'est un précis. podium olympique en quelque sorte. Voilà, c'est un podium très, très, très olympique. Ouais. Et justement, donc c'est pour ça que c'était déjà, voilà, il y avait l'Afrique et puis il y avait le Maroc qui est monté, quoi. Ouais. Et j'étais vraiment très émue ce jour-là et je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais en fait, avec du recul, je me suis dit, ouais, c'est quelque chose. J'ai ouvert, en fait, une ouverture pour dire, attendez, moi, je l'ai fait, allez, on y va, nous aussi, hein. Allez, les Marocains, il faut que ça aille. En fait, on ouvre un peu la porte pour que d'autres disent que c'est possible. Ça devient du champ du possible en quelque sorte. Voilà, ça devient du champ du possible. Alors, Asma, j'imagine que pour monter sur la plus haute marche du Grand Prix de Düsseldorf, tu as dû beaucoup préparer. Comment tu as fait ta préparation? Comment tu as organisé ta préparation? Comment tu as travaillé avec tes coachs, avec tes entraîneurs? Alors en fait, du coup, moi en fait, alors il y avait avoir un avantage énorme dans ma préparation et peut-être des fois un inconvénient que je suis en train de régler aujourd'hui. Je vais vous en parler. Moi, je suis une athlète très autonome, vu mon âge et vu mon parcours. J'ai un peu une carrière à l'envers. Bon, moi, j'ai bossé chez les pompiers, enfin le travail des pompiers qui m'a beaucoup aidé de ce que je fais. Donc il y a beaucoup de discipline. Donc moi, en fait, je pense que ce qui me garde aujourd'hui être en forme, grâce à Dieu, à 37 ans, c'est que j'ai une discipline qui est vraiment au millimètre près. Donc vraiment, mon alimentation, elle est très très importante parce qu'on est ce qu'on mange. Donc moi, ça fait partie de ma performance. L'alimentation, je mange très sainement. La qualité de sommeil, c'est quelque chose, voilà, le repos et ma récupération, c'est quelque chose que je mets vraiment partie des pilotes de performance. Asma, ce que tu dis est très important parce qu'il y a beaucoup de sportifs qui nous écoutent et c'est intéressant de parler un peu plus en détail. Quand tu dis que tu as une alimentation saine, concrètement, c'est quoi une alimentation saine pour une judokate, par exemple? Alors en fait, moi aujourd'hui, je fais un sport à catégorie de poids. Oui. Déjà. Et en fait, je
en fait, je vais dire par rapport à, je n'essaye pas d'être au poids pour les compètes, j'essaye d'être en forme pour mes compètes. Ça veut dire que limite, le poids n'a plus d'importance, c'est d'être en forme, d'arriver, c'est pas de perdre 3, 4, 5, 6 kilos comme on fait dans les cuttings, comme les boxeurs, tout ça. Donc, il n'y a plus d'énergie. Et moi, plus je vais dans l'âge, plus je fais attention. Donc, en fait, je me suis aperçue en faisant ça, je me blesse moins. Donc, je me blesse vraiment, tu vois, enfin, alhamdoulilah, tu vois, je ne veux pas porter l'œil, mais je ne me blesse vraiment très rarement. Et par exemple, bah, déjà, le sucre, pratiquement, moi, je l'ai banni de mon alimentation, le sucre pur, en fait. Le sucre transformé, tu veux dire le sucre blanc. Voilà, le sucre blanc, enfin, tout ce qui est féculent, on n'en parle pas. Hein. Je parle vraiment du sucre, voilà, gâteau, enfin, toutes ces choses, les boissons sucrées, tout cet univers crée de l'inflammation, crée de l'oxydation. Donc, en fait, moi, j'essaye, en fait, le sport de haut niveau, on va pas dire que c'est du sport santé. Faut dire la vérité. On est à 20 heures d'entraînement, on est à 2 entraînements par jour. Donc, on devient dans une limite. C'est comme si, pour imaginer qu'il y a du feu. Il faut toujours l'éteindre. Si on laisse toujours le feu, eh ben, risque de blessure, eh ben, qui dit blessure, on n'est pas sur notre sport et donc, du coup, fin de carrière très vite. Donc, pour avoir une longévité sur la carrière, il faut surtout, en fait, éteindre le feu. Donc, éteindre le feu, c'est tout l'univers de la récupération. C'est facile pour un pompier de Paris, non? Voilà, donc voilà, c'est exactement ça. Donc, je réduis les glucides, en fait, tout simplement. Enfin, voilà, tout ce qui est sucre transformé, tout ça. Donc, ça me crée moins d'inflammation. Et puis, je sais, voilà, je fais mes macros. Les macros, c'est mes rations. Je sais combien de protéines il me faut. Quand je sors de l'entraînement, je sais ce qu'il faut tout de suite manger. Voilà, enfin, je fais vraiment. Je sais que les gens ils disent ouais, t'es strict sur ça, mais je sais qu'aujourd'hui je n'ai pas le choix en fait parce que vu mon âge aussi, parce que c'est vrai qu'il y a des choses que je pouvais faire il y a 20 ans, à 20 ans, et même le conseil que je peux donner à des jeunes, plus vous allez prendre une habitude comme ça, et plus vous allez être pro dans votre sport. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de science, on a beaucoup de choses sur les. Avant, peut-être on manquait de savoir, il fallait acheter des livres, il fallait chercher. Aujourd'hui, on a l'internet où vous pouvez tout faire des recherches de comment vous pouvez vous alimenter. Mais sachez que si on met la nutrition, on mange mal et on s'entraîne bien, et ben en fait, ça performe. À un moment donné, ça va pas, il y aura pas de performance. Alors, Asma, est-ce que tu as été suivi ou est-ce que tu es toujours suivi par des médecins nutritionnistes qui te donnent des conseils sur ton alimentation? Bah vraiment, honnêtement, comme je vous dis encore, hein, j'ai beaucoup étudié, beaucoup étudié. Je fais des formations. Donc moi, je suis aussi formée en PPNR, en prépa physique, nutrition, récupération. Donc j'ai fait beaucoup de formations. Hein, j'ai fait beaucoup de diplômes là-dessus. Et puis surtout que c'est pour ça que des fois, je sais qu'aussi au Maroc, des fois les circonstances, on peut pas avoir beaucoup de staff. C'est pas parce que je suis en France qu'on pense que j'ai beaucoup de staff. Je me suis adaptée et quand j'ai pas, bah je vous conseille en fait, comme moi j'ai fait, c'est d'étudier et d'apprendre en fait, parce que au lieu de dire que j'ai pas bah du coup en fait ça va être difficile. Donc comme on n'a pas le choix d'avoir un nutritionniste ou tout ça, c'est à nous d'aller le chercher parce que c'est notre corps. Donc on est obligé de savoir qu'est-ce qu'on mange, et surtout aujourd'hui on a vraiment on va pas dire qu'on a ce métier-là, mais de savoir plus ou moins qu'est-ce qu'il faut manger pour être en forme. Donc moi aujourd'hui non, j'ai pas de nutritionniste, j'ai personne. D'accord, mais tu connais ton corps, tu connais ses besoins. Mais concrètement, je vais poser des questions relativement banales. Est-ce que tu t'entraînes 2 fois par jour, 4 heures à peu près par jour, 5 heures par jour? Est-ce que tu prends plus de légumes, plus de viande et de protéines, viande, poisson, les œufs? Est-ce que tu prends plus de glucides, comment ça se compose ton alimentation? Alors moi, j'ai des macros. En fait, c'est les macros, c'est les rations de personnes. En fait, tout simplement, forcément j'ai des protéines. Hein. Et moi, je suis pas viande rouge, donc j'en mange jamais. C'est quelque chose, une viande que je mange pas. Je suis pas très fan de viande rouge, donc je suis très viande blanche. Comment tu compenses les protéines alors si tu manges pas poulet et viande blanche et beaucoup de poissons. Donc, je choisis des poissons à taux d'oméga 3 très élevé. Donc, pour vous dire, on va dire sardines, beaucoup de saumon. En fait, c'est là où il y a beaucoup plus de taux d'oméga 3. Et sinon, voilà, hein, si je mange des féculents, il y a toujours des légumes avec. Donc, il y a toujours des légumes verts quand je mange un peu des féculents avec. Et puis, le soir, forcément, de toute façon, ça dépend du planning du lendemain. Si je sais que j'ai une séance qui est pas... je réduis mes hydrates de carbone. Les hydrates de carbone, c'est tout ce qui est féculent, pas cet univers.
Et puis en fait, je me rends compte en fait tout simplement que je récupère mieux. En fait, parce que les bêtises, c'est pas que j'ai toujours fait ça. C'est que moi, je peux vous dire que j'ai fait beaucoup de régimes il y a peut-être 10 ans. J'ai fait beaucoup de… Voilà, on apprend. Donc, il y a des choses où je me blessais parce que je m'hydratais pas bien. Donc, l'hydratation, c'est quelque chose de super important. Donc, de bien boire, de faire des boissons isotoniques. Il n'y a pas besoin d'aller en acheter une, hein, de l'eau avec du sel. Il y a des choses à faire, en fait, pour pouvoir récupérer l'eau. Par exemple, si je peux donner un conseil pour des judokas ou d'autres sports, par exemple, si vous faites du sport et que vous transpirez, vous n'avez pas besoin de savoir de lactate, est-ce que vous avez récupéré ou vous êtes hydraté, vous enlevez le t-shirt, vous le faites sécher. Si vous voyez que vous avez trop de blanc, c'est que vous allez vous manquer d'hydratation. Donc, on peut avoir des repères comme ça en votre hydratation. Rien qu'avec la transpiration du t-shirt que vous laissez, on peut faire, voilà, à l'ancienne, et des fois, ça marche bien. Parce que des fois, on peut avoir des tests pour savoir, et si on n'a pas cette logistique, on peut avoir faire comme ça avec. Je fais ça avec. Je vais être un petit peu le provocateur. Quand on voit des athlètes qui mangent d'une façon, je dirais, anarchique à n'importe quel moment de la journée, qui grignotent beaucoup entre les repas, qui mangent des barres de chocolat, des barres de céréales, etc., et qui boivent beaucoup de boissons gazeuses, est-ce que c'est de la mauvaise nutrition pour sportifs? Est-ce que c'est correct? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je veux pas, comme ça, depuis tout à l'heure, je vous dis que je suis madame parfaite. Non, pas du tout, hein. Attention, les athlètes de haut niveau, il faut comprendre qu'on est psychologiquement, plus j'étudie la psychologie des athlètes, on est un petit peu borderline. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose à extrême, donc des fois, il y a beaucoup de TCA, de troubles de comportement alimentaire chez les athlètes de haut niveau. On le trouve souvent. Je sais pas, il y a beaucoup de TCA chez les athlètes. C'est un terrain à comprendre parce que voilà, le sport il est difficile, donc des fois il y a des choses où ils vont dans le borderline. Moi, je me fais plaisir, mais en fait, sur 7 jours, on peut très bien 6 jours parce que je n'ai pas le choix. J'ai envie d'être sur le tapis en bonne santé. Donc peut-être sur 6 jours, moi, je suis très stricte. Et moi, je me fais plaisir une fois par semaine. Je choisis une fois par semaine. Attention, hein, je peux manger une pizza, je peux manger quelque chose, mais en fait, c'est l'habitude. Si pendant toute la semaine on mange mal, bah, le corps, à un moment donné, il va vous faire payer, que ça soit dans n'importe quel sport. Par contre, si on fait plaisir une fois, voilà, les maximums, on a fait peut-être un petit déjeuner, il y a des écarts, mais ils sont très minimes. Pour justement créer un équilibre. Vous savez pas, moi, je suis pas pendant 7 jours psychorigide avec… Non, pas du tout, je me fais plaisir. Le vendredi, je vais manger le bon couscous chez maman. Des fois, je peux me faire un fast-food une fois par semaine, mais c'est vraiment l'exception. Voilà, l'exception. Ça doit être la malbouffe, ça doit être l'exception. Ça doit pas être le contraire en fait. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, Asma, c'est que tu dois te surveiller pour savoir quels sont les aliments qui te correspondent le mieux et qui te protègent, qui protègent la santé, qui ne t'emmènent pas vers la blessure. Et cette alimentation, il faut l'avoir comme habitude régulièrement. Et rien n'empêche, bien sûr, de se faire plaisir de temps en temps. Et non pas l'inverse. Quand tu manges une pizza ou un fast-food une fois par semaine, c'est pas manger des fast-food toute la semaine. D'accord. Alors, Asma, tu as parlé aussi d'une notion très importante pour les sportifs de haut niveau, le sommeil. Comment tu fais pour réguler ton sommeil? C'est quoi? C'est 8 heures? Il y a des gens qui disent 8 heures, c'est la moyenne, mais on peut dormir 10 heures, 6 heures. Toi, comment tu régules ton sommeil? Comment tu fais pour avoir un sommeil de qualité qui te permet de récupérer et d'être performante? Alors, sachant que là, je parle de l'univers du haut niveau. Des fois, moi, je m'entraîne le soir. Donc, comme j'ai 2 entraînements, donc j'essaie de pas mettre mes séances très très tard parce que forcément, voilà, vous savez, le temps que le corps redescende dans une température, dans l'excitation, le stress, tout ça, donc on dort tard. Et alors moi, je m'oblige déjà à mettre un univers sain avant d'aller se coucher. Et ça, c'est quelque chose d'important. Alors là, je parle vraiment aux athlètes de haut niveau. Qui ont envie le lendemain d'être concentré. Parce que le but, c'est de s'entraîner. Le lendemain, il faut être encore concentré et récupérer pour pouvoir être disponible pour faire la séance et progresser. Le but, c'est ça. Donc, en fait, il faut créer un univers un peu sain. C'est quoi un univers sain? Comment tu crées un univers sain? Éviter tout ce qui est écran, mais largement à 1 heure avant.
essayer vraiment, des fois, moi, je fais beaucoup de méditation, et essayer, en fait, de lire, c'est déjà très bien. Hein. Pouvoir lire un petit peu, ça fatigue les yeux. En fait, l'alimentation aussi, de pas manger quelque chose qui est très très lourd pour le sommeil. Donc voilà. En fait, quand on dit sommeil, on dit récupération. Et en fait, il faut mettre tout dedans. Donc il y a pour le sommeil, il y a la nutrition qui rentre en jeu encore. Et ce qu'on fait avant, si on a regardé un film violent, et on est aujourd'hui dans une génération, je dis pas que je suis pas aussi dedans parce que je suis obligée de bosser dans les réseaux, mais on est voilà, on est nonophobe. D'ailleurs, ils ont inventé un mot nonophobe, c'est-à-dire qu'on est tout le temps avec nos téléphones, et ça, c'est l'ennemi du sommeil. Ouais. Parce que tout de suite, on est dessus, et puis ça cogite de ce qu'on a vu, le cerveau, il se connaît. Et du coup, de essayer au moins 1 heure avant de dormir, c'est voilà, de retirer tout ça, de se mettre en mode avion, d'enlever, en fait, d'être déconnecté. Parce que si on garde, même de garder le téléphone sans être en mode avion, on est encore connecté. C'est vraiment un univers sain dans sa chambre. Et puis tout simplement, voilà. Et moi, j'ai des petites routines, en fait. J'ai des petites routines que je mets. Je bouquine, et en même temps, des fois, je me mets des petites visualisations. Je me mets des petites méditations, en fait, conscientes, et qui me mettent dans un repos total. Et puis je pars, en fait, et je dors bien. Je fais en moyenne 8 heures, 8h30. Alors, on a parlé alimentation, on a parlé sommeil. Maintenant, je voudrais revenir sur tes compétitions. On a parlé de tes victoires, mais il y a aussi des compétitions que tu as perdues. Parfois, tu as été arrêté au pied du podium à des championnats du monde, des championnats internationaux. Comment tu as vécu cet échec et comment tu as réussi à le surmonter? Là, on te voit d'ailleurs en pleurs Parce que à Bakou en 2018. je menais, il restait 30 secondes. J'avais Wazari. J'avais fait un très beau championnat du monde. J'ai battu la japonaise, donc on devait, dans toutes les catégories confondues, on devait être juste deux, une 63 et moi, et je crois une 48 Bélodite, qui ont battu des Japs. Donc j'avais battu une japonaise, en fait, et j'arrive en demi. Et puis bon, à la place de 3, je prends la triple championne du monde, et je menais. Et là, aujourd'hui, je comprends avec du recul ce qui s'est passé ce jour-là. Alors justement, qu'est-ce qui s'est passé à Bakou en 2018 Alors moi, pour la aujourd'hui, médaille de bronze au championnat du monde? je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis encore athlète. Je pense parce que j'ai vraiment envie de régler ça sur le tapis. Je suis une athlète très… d'un côté, je suis persévérante, mais je suis quelqu'un d'aussi impatient. Donc, ça vient vraiment de quelque chose. Je suis très, très persévérante sur le long terme, mais il y a quelque chose qui est chez moi d'ordre de l'impatience sur le tapis. Donc là, j'ai un peu gratté, j'ai compris un peu ça venait d'où, donc j'espère que pour jusqu'à la préparation de Tokyo, c'est quelque chose qui va vraiment marcher. Mais je me suis précipitée, en fait, peut-être qu'à ce moment-là, je sais que, et c'est pour ça que mon conseil il va être vraiment profond pour les athlètes, c'est que moi, j'ai fait match par match, toujours quand ça marche, quand je suis dans le moment présent, ici, maintenant, ce moment. Match par match, ça marche. À partir de là, de place de 3 à un moment donné, je voyais vraiment la victoire, je voyais le podium, je voyais la médaille, et il restait 30 secondes, et je voulais y aller encore, or que j'avais plus de lucidité, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur le tapis. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'étais ailleurs. On se rend pas compte sur le concept. J'ai eu peur de gagner, en fait. Il faut dire le mot. J'ai eu peur de gagner. Et en fait, ça aussi, ça se travaille, hein, d'avoir peur de gagner. Alors que, voilà, tout bascule à 30 secondes. On est sur le podium et 5e, parce que nous, on n'a pas 4e. C'est quelque chose qui m'a beaucoup atteint, parce que je fais ça 2 années de suite, pied du podium. C'est difficile à le digérer, mais c'est vrai que sur le moment, je pense que c'est là où c'est ma force. Et je pense que c'est là aussi, je le conseille pour les athlètes. Un athlète intelligent, c'est un athlète qui est capable, en fait, de descendre très bas et de s'adapter et de se dire, de pouvoir, en fait, avoir la capacité de se dire, de cet échec-là, ils ont fait vraiment une leçon, en fait, même si c'est dur, hein, même si c'est dur. Parce que les athlètes qui finissent leur carrière, peut-être il y a aussi l'ego, il y a des choses, et des fois, ils vont pas sur une longévité. Et moi, je pense que c'est ce qui m'anime. Je suis tombée, certes, mais j'y crois encore parce que je connais la problématique, en fait, pourquoi je perds. Et en fait, ça devient un jeu. Et donc, je pense que le jour où, enfin, je sais que ça va venir, et ça, j'en suis plus que persuadée que ça va matcher à un moment donné sur un grand événement. Et je pense que il y a la médaille parce qu'on se souvient rarement de la médaille. Moi, par exemple, quand on me dit ma carrière, c'est vrai, je me souviens du podium, tout ça, mais c'est pas ça. C'est
d'avoir une consécration, en fait, de réussir un travail tellement acharné, poussé Mhm. pour le faire. Et en fait, c'est la satisfaction énorme, elle est vraiment là. Après, la Mhm. médaille, c'est la récompense, on est content. Mais on est tellement fiers d'avoir mis un travail tellement énorme et qu'on l'a réussi ce jour-là. C'est pour ça Mhm. que les Alors, belles sensations sont dans l'action. alors, Asma, je voudrais quand même, parce que tu dis des choses très intéressantes, je voudrais revenir quand même sur cette défaite au pied du podium au championnat du monde à Bakou en 2018. Et tu dis, voilà, moi, qu'est-ce qui t'a permis d'aller jusqu'en demi-finale? C'est que tu as abordé les tours combat par combat. À chaque Oui, fois que tu étais présente à chaque combat. Ça veut dire que chaque tour était pratiquement une finale pour toi. Il n'y avait que ce combat qui comptait. Et tu allais progressivement. Pour la médaille de bronze, à 30 secondes, tu maîtrisais le combat et là, tu t'es projeté ou tu as peur de la réussite. En tout cas, tu n'étais plus présente là à ce combat-là. En 30 secondes, ça fait basculer le résultat. Donc, exactement. donc, il faut y aller étape par étape, être présent à chaque étape. C'est Et, ici, maintenant, ce moment. et après, quand tu vis cette défaite, tu dis que pour gérer la défaite, ben, tu dis quelle leçon je peux tirer de cette défaite. Et là, Voilà. ça devient positif. Je pense vraiment que, en fait, on peut progresser que par l'échec. En fait, Mhm. enfin, moi, je sais que ça m'a apporté beaucoup de choses, hein, l'échec, hein, parce que des fois, on le prend comme une fatalité. Ouais, perdant. Mais après, moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup un peu l'univers des athlètes anglophones. J'ai beaucoup appris Mhm. d'eux. Les anglophones, ils sont, c'est carrément une médaille, l'échec pour eux. C'est ce qui fait. C'est pas une Mhm. fatalité. On va y aller. Ils ont un mindset un peu très mental là-dessus. Et je trouve qu'ils ont raison parce que c'est ce qui permet de réfléchir plus et d'étudier plus et de savoir plus. Parce que si ça gagne, bon, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, moi, je sais que j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses grâce à mes défaites. Alors, Asma, si je te dis l'expression de Nelson Mandela qui disait je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Ouais, ça, Est-ce que ça fait partie de mes citations préférées. ça fait résonance? Bien sûr, bien sûr. D'accord. Alors, maintenant, je voudrais te demander à 37 ans, donc c'est vraiment une carrière assez longue, il faut beaucoup de sacrifices, beaucoup d'abnégation de soi. Comment tu fais pour entretenir et maintenir ta motivation? Alors, c'est cette question, c'est bien parce qu'on me la pose souvent à 37 mois, à ce mois, comment tu fais encore? Et en fait, je pense que le premier, c'est beaucoup de discipline parce qu'en fait, je vais pas vous dire la vérité, hein, j'ai pas la motivation tous les jours, hein. Par contre, en fait, le fait de mettre une discipline quotidienne, parce que la motivation, des fois, elle fait ça. Donc, si des fois on l'écoute, c'est très difficile. Par contre, c'est Mhm. de se mettre une discipline. Des fois, le lundi, je vais vous donner un exemple. Le lundi, je vais pas être bien. Et si, par exemple, je ne suis pas ma discipline, et ben, du coup, la semaine, elle va être complètement pas terrible pour moi pour la progression. Par contre, si je suis la discipline, la motivation, bah, elle revient. Des fois, elle revient. Et du coup, c'est grâce à cette discipline-là que je me suis mis. Donc, moi, vraiment, je suis à cheval sur la discipline. Donc, chacun, on a une définition, hein. Parce que des fois, discipline, ça peut faire quelque chose de rigide, militarisé, tout ça. Non, la discipline, c'est tout simplement quand on dit qu'on fait quelque chose, on le fait. C'est-à-dire que si, admettons, j'ai dit 6 heures du matin, je dois aller faire mon footing. C'est à 6 heures du matin dans le planning et je dois aller faire mon footing. Même s'il n'est pas dur, je m'adapte, mais je le fais. Parce que, en fait, si on dit des choses et on les fait pas, on Mhm. ne fait plus confiance. Parce qu'il faut être capable de se faire confiance. Et moi, comme je suis un peu une athlète isolée et j'ai pas vraiment de staff là en ce moment, je suis obligée en fait de me faire confiance et pour que je me sente bien dans mon projet. Donc du coup, ce que je dis, je le fais. Donc c'est comme ça que je garde, j'ai mon petit secret en fait pour garder. D'accord. Donc, c'est en quelque sorte, tu as une planification et tu mets de la rigueur pour respecter ta planification. Même Beaucoup de si parfois le corps ou le mental rechigne à y aller, bah, tu lui dis, tu dois respecter tes engagements et tu vas. Et une fois que tu respectes tes engagements, ça réalimente en quelque sorte ta motivation. Et j'ai juste un truc à rajouter aussi.
le haut niveau, on se blesse beaucoup. Et donc, des fois, j'entends toujours, oui, moi, je suis un athlète toujours blessé, tout ça. Moi personnellement, je pense que vraiment, s'il y a des blessures, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la planification de l'entraînement. Un athlète, normalement, il doit être prêt. Donc, des fois, on somatise, hein, on n'est pas bien, on somatise le corps, tout ça. Mais je pense que, alors, le secret que j'ai vu et que chez moi, et que je trouve que je vais dans le temps, c'est que de s'entraîner plus est mieux. Ça veut dire que trop de coupures, c'est de l'athlète, c'est pas bon. Des fois, on avait tendance à faire une semaine sans rien. Un athlète de niveau ne peut pas faire ça. C'est-à-dire que des fois, il fait rien pendant une semaine et après, il va aller s'entraîner à fond. Trop de charge d'entraînement, le corps, il tape. Moi, par exemple, mon secret, c'est que je m'entraîne tout le temps et mieux. C'est-à-dire que moi, j'ai pas trop de jours de repos, par exemple, peut-être un ou tout, mais mon corps, c'est comme éteindre, comme si vous avez une Ferrari. Ouais. Vous la conduisez, si par exemple vous la conduisez jamais, vous allez d'un coup, bam, elle va casser. Et c'est très fragile. Et nous, les athlètes, on est très fragiles. Donc en fait, tout le temps, c'est de mettre en place le corps, il doit tout le temps bouger, en fait. Et c'est pas d'être sur entraînement. Donc, si j'ai bien compris, c'est sport de haut niveau, s'entraîner régulièrement avec une dose et mieux pour s'entraîner longtemps. Ne pas faire des coupures et reprendre avec une charge très importante. Il faut bien doser son entraînement. Et pour cela, je voudrais te demander, Asma, est-ce que toi, tu as un suivi médical? Est-ce que tu vas voir ton médecin régulièrement pour visiter, pour vérifier que la machine que tu as fonctionne bien et qu'elle est sur les bonnes rails? Alors, moi, j'ai de la chance parce que je me suis liée vraiment d'amis. J'ai un kiné vraiment top, pas très loin de chez moi. Et c'est un kiné de sport. Et d'ailleurs, lui, bon, maintenant, il travaille avec l'INSEP. Et ben, cet athlète-là, enfin, ce kiné-là, en fait, on a mis un super projet avec lui sur la charge d'entraînement et sur les soins. C'est-à-dire que moi, je vais chez lui un jour sur deux, même quand je suis pas blessée. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de travail de prophylaxie, prévention de la blessure. Donc, c'est vrai quand des fois, on n'a pas envie, on a tellement travaillé tout ça, donc dans la posturale, de rendre son corps disponible. Donc, je fais beaucoup de petites choses en plus de la mobilité du corps, du yoga, voilà, prophylaxie. Et puis, on a mis aussi en place un truc de charge d'entraînement. Donc, tous les jours, je note ma forme, je note comment l'entraînement a été difficile. Donc, je vois que je suis dans une charge très élevée, hop, attention, on va baisser un petit peu. Donc voilà, donc tout cet univers, oui, les soins pour moi c'est important et aussi je me soigne beaucoup aussi à la maison. Je fais des petits soins en fait. Pour moi, prendre soin de son corps c'est important. Donc, voilà, ce que je note et qui est très important dans ce que tu dis, Asma, tu vas voir ton kiné, non pas parce que tu es blessé, mais pour faire de la prévention et pour toujours prendre soin de ton corps. Et ça, c'est très important. Le kiné à la base de haut niveau, c'est fait pour ça. Nous, on attend d'être blessé et c'est pas bon. Il faut y aller, faire de la prévention, par exemple. Si on voit que déjà les genoux, bah voilà, on va faire un travail de genoux, voilà, pour éviter les croisés, de proprioception, de stabilité, voilà, tout l'univers de la prophylaxie. De toute façon, il n'y a pas le choix, en fait. Autre chose, dans le suivi médical Asma, est-ce que tu fais un bilan médical cardiovasculaire, biologique régulièrement? Oui, j'en fais. Bah là, j'en avais fait un au début d'année. Oui, bien sûr, de voir comment, bah forcément, hein, ce cœur il va bien. Et puis en plus de ça, hein, je vous dis, hein, quand même, je suis une athlète âgée, donc je fais attention à la machine. Voilà, on fait plus attention à la machine, forcément. Tout à fait. Tout à fait. Moi, il faut appeler un chat un chat. J'assume mon âge. Donc, par contre, je fais attention sur plein de petites choses. Donc, c'est pour ça que les athlètes qui pensent qu'ils sont en fin de carrière, 30 ans, ils sont fatigués. Non, 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 tout ça, pour moi, c'est des bêtises. C'est vraiment, on a un projet, on le fait, mais par contre, il faut être capable de mettre des choses. En fait, le plus dur, c'est être capable de mettre plein de choses pour réussir. Et c'est ça qui est difficile. C'est-à-dire que moi, je mets plus qu'avant. Je mets plus. Asma, il y a des athlètes qui performent à un certain âge et quand on les entend, par exemple, je prends l'exemple de Cristiano Ronaldo, lui, il fait un peu ce travail que tu fais. Il aménage énormément son corps, il fait beaucoup de prévention, beaucoup de séances de kiné préventives et non pas pour soigner juste la blessure. Donc, ils sont dans ça. Et puis, parfois, des athlètes qui sont jeunes mais qui ne font pas attention à la machine et qui se blessent et qui arrêtent leur carrière à 22 ans, 25 ans. Et c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup cette phrase, c'est alors être champion, alors, ouais, je me le souhaite, Inch'Allah, championne olympique, voilà, c'est la médaille que je veux et j'espère de faire encore une belle carrière jusqu'au bout.
Moi, j'ai beaucoup d'admiration sur aussi les athlètes qui font une belle longévité. C'est-à-dire que le Oui, but aussi, c'est de faire ce qu'on aime et de rayonner et de donner envie aux autres de faire ce sport. C'est pas d'avoir 3 ans de carrière et c'est fini. C'est d'avoir une longévité. Et moi, je retiens beaucoup les athlètes aussi qui ont une longue longévité parce qu'on les remarque plus que les autres. Pas forcément. Des fois, on les remarque même plus que celui qui a fait peut-être champion du monde une fois ou une perf et il est plus là. C'est d'être capable de durée. longtemps. Et ça, c'est quelque chose pour moi. Je me suis toujours inspirée de ces athlètes-là. Alors, Asma, je voudrais te poser une question sur l'environnement de l'athlète de haut niveau. Qu'en est-il de tes relations sociales, de tes relations familiales et quel est l'impact de ces relations sur ta carrière de sportif de haut niveau? Bah, moi, je trouve que c'est quelque chose de très important. Donc, vraiment, vraiment très important parce que, comme on dit, en fait, enfin, moi, de mon expérience, des fois, il faut avoir, on va dire, plusieurs. Si dans le privé, ça va, donc dans le tapis, ça va aller, même si des fois, c'est un peu dur. Par contre, Mhm. si dans sa vie sociale, il y a des choses qui ne vont pas bien, donc forcément, sur le tapis, alors moi, je conseille vraiment les athlètes d'avoir une vie autour un peu épanouie. Pourquoi? Parce que il faut se dire que le corps, c'est notre moyen d'expression. Et quand on va faire le sport, on va dire, je parle des judokas, boxeurs, n'importe quel sport, s'il y a quelque chose qui ne va pas, le corps va parler. Et si le Oui. corps va parler, il se blesse. Donc, il faut dire qu'une blessure, pratiquement sur deux, elle Mhm. est somatisée. C'est un non-dit, c'est quelque chose qui ne va pas à la maison, c'est quelque chose qui ne va pas, je sais pas, enfin, tout l'entourage, entraîneur, entraîné. Et du coup, il y a un blocage qui se fait et le corps parle parce que le corps s'exprime. Et donc souvent, moi j'ai vu beaucoup de blessures, hein, des genoux, tout ça, et je gratte derrière et tu vois ce qui se passe. Et donc du coup, je conseille vraiment à, des fois c'est difficile, mais de crever l'abcès s'il y a quelque chose, une problématique quelque part, de pouvoir en parler pour vous préserver dans votre carrière. Donc les choses, je sais qu'elles sont pas des fois évidentes et simples, mais d'avoir en fait un entourage sain, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et s'il y a une problématique, c'est essayer Mhm. de régler un non-dit. Sinon, bah, on le paye dans le sport. C'est une Donc, certitude. concrètement, Asma, tu dis que pour que ça marche bien sur le tapis, bon, il faut toute cette préparation, tous ces entraînements, mais il faut aussi être bien dans sa vie familiale, dans sa vie sociale, dans sa vie professionnelle. Si on a un métier, si les relations sont bonnes ailleurs, ça impacte positivement aussi je dirais, le résultat sportif. D'ailleurs, en parlant de vie professionnelle, comment tu fais, Asma, pour combiner ta vie d'athlète de haut niveau avec 2 entraînements par jour, ton travail quand tu étais chez les pompiers, tes formations, comment tu fais pour combiner tout ça? Alors à l'époque, quand j'étais chez les pompiers, mes 10 ans, bah forcément, j'étais dans le sport militaire, tout ça. Donc on va dire que je suis partie à 29 ans, donc j'ai décidé vraiment voilà, c'est pas un sacrifice, mais si je devais le refaire demain, je le referais, hein. J'ai quitté ma carrière complètement, hein. L'armée française, je pouvais pas parce que bah, je partais pour le Maroc, donc j'ai décidé. Tout le monde là, par contre, tout le monde à ça m'a pris pour une folle parce que j'avais un salaire, j'avais une retraite au bout de 5 ans, enfin, j'avais trop d'avantages en fait. Et là, je partais vraiment avec 0 €. C'est moi qui ai démissionné. Enfin, je partais vers l'inconnu. Je savais pas où j'allais, donc tout ça pour les jeux et j'y croyais. Donc à 29 ans, j'ai décidé de partir au Maroc et de laisser tout tomber pour vivre mon rêve en fait. Et je le regrette pas aujourd'hui. Mais j'ai toujours connu le double projet. Alors moi, je conseille beaucoup le double projet. Pourquoi? Parce que C'est quoi le double projet exactement? alors le double projet d'un athlète de niveau, c'est déjà d'être athlète de niveau, c'est être entrepreneur. C'est vraiment, il faut vraiment le prendre comme ça, même si c'est des sports amateurs. C'est être entrepreneur, être vraiment, on est vraiment acteur de son projet. Des fois, il y a des jours autour de nous, mais on est vraiment chef. Et il faut vraiment prendre la responsabilité. Je pense qu'on décide de faire du haut niveau. C'est vraiment nous, même, on est vraiment entrepreneur, comme un chef d'entreprise. Et ça, il faut vraiment accepter cette responsabilité, à peu importe l'âge. Et le double projet, il est que bah, de mener en fait des études à côté, voilà, des formations à côté, un métier à côté. C'est d'être capable en fait de gérer sa vie d'athlète de niveau et sportive. Donc moi, c'est quelque chose qui me fait pas peur. J'ai toujours fait ça. Euh, Je pense qu'aujourd'hui, tu as repris des études d'ailleurs. oui, j'ai repris des études en psychologie. Moi, j'aimerais bien ouvrir mon cabinet d'ici 2 ans dans le sport, enfin, œuvrer. J'espère que j'apporterai aussi. De toute façon, moi, c'est
la direction, c'est l'Afrique. Hein. J'ai vraiment beaucoup envie de donner pour le Maroc, voilà, énormément. Alors Et justement, Asma, excuse-moi, tu me tends la perche. Quelles sont tes relations aujourd'hui avec le Maroc? Comment le Maroc te soutient dans ton projet olympique? bah, déjà, il y a le comité. Bah, là, déjà, je suis invitée. Donc, déjà, il y a un soutien au niveau du comité olympique. Après, bon, bah voilà, là aujourd'hui, je ne sais pas, en fait, j'espère vraiment. Moi, je précise que j'aimerais tellement, en fait, qu'il y ait plus de formation pour nos athlètes, beaucoup plus de double projet. Je ne vois pas beaucoup d'athlètes qui font des études. Donc, j'aimerais Tu vraiment. parles des athlètes marocains? Oui, qui font des. Il y en a pas. Donc moi, je parle du judo. Hein. Il y en a avoir sur Hmm. 15 ou 16, peut-être un ou deux. C'est une minorité en fait. C'est de pouvoir trouver un moyen du projet de haut niveau dans le judo avec des moyens, avec des lycées, des collèges, parce que c'est ça qui est difficile. Ce Hmm. lien-là en fait, avec trouver des structures qui acceptent les athlètes Hmm. et qui acceptent leur carrière en fait, tout simplement. Et pour que en fait l'athlète soit un peu relâché, parce que là dans le truc c'est voilà, c'est marche ou meurt quoi. C'est le judo Hmm. judo. Là, il va être un peu relâché. Il dit attends, j'ai aussi mes études. Il va avoir un équilibre. Et en Hmm. ayant un équilibre, il va être épanoui. Donc, comme dans le système de plein de pays où il y a beaucoup d'athlètes qui sont voilà, et des petits pays forcément avec un budget moindre, hein, comme Cuba ou bon, après c'est une autre philosophie, mais des pays où c'est un budget très bas où je m'inspire et que je trouve que d'avoir des athlètes bah, voilà, ils ont fait des études, ils ont vraiment un Hmm. projet après carrière. Et puis, un Ouais. coup, de trouver aussi bah, des locaux, enfin des entraîneurs de haut level chez nous, des formations dans la performance, d'avoir beaucoup plus de diplômés dans l'univers du haut niveau. D'accord. Alors, je comprends bien. Tu dis que au Maroc, et d'ailleurs, je pense que tu as de très bonnes, des relations très étroites avec la Fédération royale marocaine de judo. C'est de dire les athlètes qui sont dans l'équipe de judo, peut-être réfléchir à leur ouvrir la porte pour qu'il y ait ce double projet, à la fois projet sportif de haut niveau et à la fois projet des études ou projet de la formation professionnelle ou quelque chose comme ça pour qu'il ait deux projets ou plusieurs projets, pourquoi pas, à la fois. C'est sûr que c'est une question que nous traitons ou que nous cherchons à traiter, que nous posons assez souvent ici au Maroc pour réfléchir à la scolarité, ne serait-ce qu'à la scolarité des jeunes ou des sportifs qui font du sport de haut niveau. Alors, pour toi, Asma, comment tu fais pour justement combiner à la fois les études Voilà. et le sport? Comment tu fais? Comment tu t'organises Là, concrètement? par exemple, juste après vous, ben, j'ai un visio de 16h à 18h. Alors, ce matin, je suis partie m'entraîner. Donc, voilà, je fais D'accord? une séance de judo. Et là, bon, je suis rentrée, voilà, déjeuner. J'étais avec vous, pardon. Et puis après, derrière, ben, j'ai un visio. Donc là, j'ai de la psychomote. Donc en ce moment, c'est de la psychomote. Donc je fais par visio, en fait. Hein. On est 300 étudiants. C'est comme un amphithéâtre, mais c'est par visio. Oui. Parce que c'est comme ça. C'est en période de confinement, c'est ça? Oui, bah ouais, voilà, c'est ça. Je suis pas sur place, donc voilà. Donc je vais avoir 2 heures de psychomotricité, donc c'est vrai que c'est fatigant. Des fois, on a des coups de, mais bah voilà, ça fait partie aussi de. J'ai envie d'avoir ce diplôme en 2 ans, donc j'essaie d'être sérieuse. Après, en plus, voilà, c'est moi qui choisis de faire ça, donc et puis je suis passionnée, je suis très passionnée, donc voilà, j'ai 2 heures de psychomotricité avant d'aller faire voilà, donc voilà. En fait, mes journées, elles sont pour l'instant comme ça. Et puis mes coachings, parce que comme je vous ai dit, j'ai ouvert ma structure voilà, en tout ce qui est univers prépa physique, prépa mentale. Donc j'ai mis un peu mes créneaux comme je peux, comme je suis un peu la tête de mon petite structure sur des horaires qui sont pas trop chargés. Très bien. Alors, Asma, je te propose, pardon, une séquence qui s'appelle séance photo. Je vais te montrer des photos de toi et je te laisse faire des commentaires dessus. Première photo. Elle fait le pont. Alors médaille en Russie, Ekaterinbourg. D'accord. Je fais troisième dans un grand chelem. Donc, c'était une belle compétition. Et pour dire hein, la petite anecdote, c'est que je fais le Grand Prix de Marrakech. Ouais. Je sais pas, j'avais peut-être une pression sur mes épaules un peu beaucoup trop et j'avais perdu. Et le week-end d'après, c'était un grand chelem 3 fois plus élevé
et je fais une belle médaille. Donc voilà, bon, une semaine, une autre, deux performances complètement différentes. Alors, justement, tu as parlé de l'Open de Marrakech. Quel souvenir tu gardes de l'Open de Marrakech et quelle est la place de cet Open au niveau du circuit international du judo? Après, c'est vraiment une très belle chose hein, qu'on commence à avoir des grands prix, des choses comme ça. Hein, ça, c'est une certitude. Après, moi, c'est vrai que ce jour-là, Agadir, je l'avais gagné. Donc, celui-là, c'était mal passé. Mais après, comme je disais, moi, je serais vraiment plus rassurée, honnêtement, quand il y aura beaucoup plus de fonds sur justement le sport-études, tout cet univers de performance. Bien avant que je dirais que je sois contente qu'il y ait un événement au Maroc. Je suis vraiment sur cette philosophie-là. Quand je verrai vraiment dans le fond, pour être honnête, hein, dans le fond, il y a vraiment, parce qu'on a le budget, il y a juste penser comment faire pour que tout le monde. En fait, on n'a rien de moins que les internationaux. On a un potentiel humain qui est juste extraordinaire. Je suis persuadée que euh, les étrangers vont dire ah non je prends un Marocain au premier tour au lieu de dire oui je prends un Japonais ou je prends un Français. Ils auront peur de dire ah je prends un Marocain au premier tour. Cette phrase elle commence à tourner. Par contre il y a beaucoup de choses encore qu'il faut mettre en place. Je serais beaucoup plus heureuse on va dire de voir ça bien avant de voir des événements. Alors s'il y a des événements je suis aussi contente, mais à choisir des deux je suis beaucoup plus pour ça qu'on travaille encore sur la performance du pays parce qu'on est capable, on n'a pas mieux, on est capable de le faire. Asma, quel est ton rêve aujourd'hui? Mon rêve? Wow. Oui. Alors, c'est forcément, c'est plus qu'un rêve, hein, championnat olympique. Hein. Donc, Tokyo 2021, bientôt. Est-ce que cette année de report des Jeux Olympiques, ça t'a desservi? Comment tu l'as vécu cette année de report? À vrai dire, alors je suis mitigée parce que j'ai fait une année vraiment psychologiquement très très dure, 2019, vraiment très très dure. Psychologiquement, voilà, j'ai fait vraiment une année j'étais pas très contente de cette année-là sur plein de niveaux. J'étais très fatiguée physiquement, moralement, et j'étais très 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 inquiète de comment j'allais arriver, comment j'allais faire sur beaucoup de choses sur le plan, comment je vais arriver, et surtout, bah là, je pense que moi, ça a été une bonne chose. Pour Honnêtement, toi, le report. Le report des bah, Jeux, c'est une bonne chose pour toi. Ça t'a permis de décompresser, de te travailler là, retrouver, de travailler le mental. voilà, voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, moi, je le dis, hein, je suis suivie. Donc, je fais vraiment une thérapie avec un psychologue de sport. Parce que forcément, je fais des études là-dedans, on est obligé. C'est-à-dire que, justement, comme je suis ce cursus, on est obligé de forcément plus tard, quand on travaille, de ne pas faire de transfert. Donc, je suis obligée moi-même d'être sous thérapie pendant les 2 ans. Donc, D'accord. Donc, tu oui, travailles avec un psychothérapeute du sport pour à la fois travailler ton mental, mais aussi par rapport à ton futur métier. voilà, et donc du coup, on a trouvé des failles, des choses, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, voilà, qu'est-ce qui s'est passé à cette compète, de parler vraiment des choses pour essayer de creuser, de comprendre, parce que l'esprit domine la matière. Hein. Du moment que là-haut, ça se passe bien, vous pouvez faire toutes les techniques au monde 20 milliards de fois. Si lui, il veut pas, et ça marchera pas. Donc, le pilier de la performance, le mental aussi fait partie du lot, et il faut en prendre soin. C'est un tout. Donc moi, j'ai décidé aussi parce qu'aujourd'hui, voilà, je suis aussi technique, physique. Il y a juste ce truc-là de pourquoi il y a cette impatience. Donc je travaille beaucoup, beaucoup ça pour bien arriver. En Alors, fait, je mets tout pour être prête pour Tokyo. Avec ce que j'ai. 2019 était une année psychologiquement difficile. 2020, le confinement, tu as pris du recul, tu as fait du travail sur le mental. Est-ce qu'on peut dire que 2020 était une année positive de préparation pour toi? Bah, on va dire oui, parce que j'ai eu des moments très difficiles, hein, parce qu'il y avait une solitude, dans le sens comment j'avais des doutes. Attends, ça va. Voilà, est-ce que je vais avoir j'ai des doutes, me dire ah, je pars sur une année, je vais avoir 38 ans en jeu. Là, j'avais 37 ans, donc il y a des questions. C'est pas facile, hein, Mhm. de mon Comment âge. tu gères ces doutes-là? Comment tu les gères? Ah bah, Comment tu te rassures? bah, avec dès que et moi j'ai une âme d'enfant en fait, et je pense que c'est ça qui me sauve, c'est que j'ai toujours le rêve qui prend le dessus, et donc je me rappelle de toujours pourquoi je fais ça. Donc ça me recentre, et de me dire voilà, je dis que c'est du bruit, je sépare les choses du bruit qu'elles font, donc ça c'est que du bruit, le doute, tout ça.
on va parce que forcément, des fois, on est là dans le doute. En plus de ça, mon entraîneur, c'est difficile parce que il partait sur un projet, parce que c'était 2020, donc c'était Franck Bellard, l'entraîneur de club. Il quitte la France. Donc moi, je suis son entraîneur aujourd'hui. Il est parti à Tahiti, donc même ça, il fallait que je gère. Oui, oui, il est parti DTN parce que c'était le prévu pour 2021. Donc moi, je devais combattre 2020. Donc là, il y a tout à fait. Et donc du coup, il est parti à Tahiti. Donc même ça, je suis en train de le gérer, mais honnêtement, je suis tellement décidée et de me dire qu'il me reste 1 an de ma vie d'athlète de niveau. J'ai pas envie j'ai envie juste d'y aller, peu importe comment. Mais je fais bien les choses au quotidien. Et puis voilà. Et le travail que j'ai mis en place, et on verra bien. Mais en tout cas, je reste toujours focus sur mon objectif des Jeux Olympiques. Alors, les autres d'ailleurs. Le mois prochain, justement, en parlant de compétition, le mois prochain, le mois de décembre, je pense du 17 au 25 décembre, il y aura les championnats d'Afrique à Madagascar. Voilà. Tu vas y aller dans quel état d'esprit? De les gagner, tout simplement. Je vais appeler un chat, de les gagner. Hein, ça, c'est une certitude. J'y vais vraiment pour les gagner. Et alors, du coup, j'ai mis aussi des choses vraiment en place sur mon attitude. Donc, en fait, les gagner, mais pas n'importe comment. Parce que c'est un championnat, donc c'est pas un tournoi, c'est pas un grand prix, un grand chelem, c'est un championnat. Donc, là, c'est une prestance. Et donc, du coup, le travail que j'ai mis, je vais pas dire ma stratégie, on sait jamais. Hein. On parle de l'état d'esprit dans lequel tu vas y aller. En tout cas, il y a quelque chose de très, très positif de l'approche de ce championnat. Bon, en tout cas, on sera derrière toi, on suivra ça. Nous arrivons à la fin de cette émission, si je puis dire. Est-ce que tu as, je ne sais pas, tu veux conclure un mot pour tous ceux qui regardent cette émission? Leur dire déjà merci de ce partage et vous savez que moi, quand j'étais jeune, je m'inspirais beaucoup d'athlètes. En fait, j'essayais vraiment de prendre. Il y en a qui ont traversé des chemins pour nous donner des choses. Pour qu'on puisse réussir. Et moi, je suis contente, vraiment très fière aujourd'hui j'ai traversé aussi des chemins très difficiles pour vous dire aussi de ce que j'ai appris. Et puis voilà, si ça vous permet de pas faire les mêmes erreurs que moi et de prendre aussi de mon expérience et chercher toujours à être curieux. C'est vraiment le secret de la victoire et tout simplement d'avoir une belle carrière. C'est d'être curieux. C'est d'avoir toujours envie d'apprendre. Le jour où on arrête, qu'on veut plus apprendre, il faut peut-être décrocher, mais il faut toujours apprendre, chercher à apprendre, et voilà, et garder. Si vous avez un rêve, de le garder jusqu'au bout, parce que c'est ce qui va vous animer jusqu'au bout, en fait, même dans les moments difficiles. Donc, en tout cas, je suis très, très contente d'avoir partagé ça avec mon peuple, marocain. Et puis, j'espère que je vous rendrai très fière très bientôt. Merci beaucoup, Asma Niang. Merci. Alors, merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour d'autres parcours de grands sportifs marocains. À très vite. Merci. Merci.